fermeront rapidement. Ceux qui hésiteront trop longtemps, paralysés par l'analyse ou la peur, les verront se refermer. Ceux qui sauront combiner la sagesse du discernement. Cette opportunité est-elle vertueuse? Avec l'audace de l'action, allons-y. Captureront les vagues au bon moment. Ce courage n'est pas téméraire. Il est précédé et suivi par tous les piliers que nous avons érigés. Le discernement, pour éviter les mauvais risques. Le silence intérieur, pour entendre l'appel. La patience active, pour avoir construit la compétence nécessaire. Quand vous agissez ainsi, vous ne forcez pas le succès. Vous répondez à un appel. Vous collaborez avec la vie. Vous dansez avec elle. Sénèque, qui a dû naviguer dans les eaux dangereuses de la politique, écrivait « La fortune favorise les audacieux, mais elle n'est pas folle. Elle favorise ceux qui osent, mais qui ont aussi la sagesse de savoir quand et comment oser. Votre audace en 2026 doit être éclairée. Elle doit être l'expression naturelle de votre préparation intérieure. Mais saisir une opportunité, s'y engager pleinement, implique presque toujours une chose, le changement. Quitter une zone de confort, modifier ses habitudes, affronter l'inconnu. Et le changement, même positif, active nos résistances les plus profondes. Pour pouvoir accueillir vraiment ce que la vie nous apporte, il faut donc faire la paix avec l'agent principal de cette vie. L'impermanence, c'est le prochain pilier, fondamental pour ne pas se crisper sur ce que l'on a saisi et pour rester ouvert au flux continu de la vie. Car la vie qui vient à vous aujourd'hui peut prendre une forme différente demain. Nous avons le courage de saisir, de nous engager, de dire oui aux opportunités alignées. Mais voici le paradoxe humain. Nous voulons que la vie vienne à nous, mais nous voulons qu'elle reste exactement comme elle est une fois arrivée. Nous saisissons une belle opportunité et immédiatement, nous nous y attachons. Nous voulons figer le moment, le rendre permanent, sécurisé, contrôlé. Nous tombons amoureux d'un certain état des choses, un poste, une relation, un niveau de revenu, une reconnaissance. Et nous entrons en résistance contre la loi fondamentale de l'univers, le changement perpétuel, Panta Rei. Ainsi, pour véritablement laisser la vie venir à vous de manière fluide et sans souffrance, vous devez intégrer profondément cette 8e pierre angulaire, l'acceptation radicale de l'impermanence. Les stoïciens ne la voyaient pas comme une malédiction, mais comme la nature même de la réalité. Marcus Aurelius y revenait sans cesse dans ses pensées. L'univers est transformation, la vie est opinion. Tout ce qui est né change et finira par disparaître. Votre corps, vos relations, vos possessions, vos succès, vos échecs, tout est en flux. En 2026, ce flux ne fera que s'accélérer. Les carrières se réinventeront plusieurs fois. Les technologies rendront obsolètes des métiers entiers. Les relations évolueront à un rythme nouveau. Résister à cette impermanence, c'est comme résister à la marée montante. Épuisant et futile. L'accepter, c'est apprendre à surfer. Laisser la vie venir à vous implique donc aussi la laisser repartir. Accueillir une opportunité, c'est savoir qu'un jour, cette phase sera terminée. Aimer une personne, c'est accepter que la relation évoluera ou peut-être prendra fin. Réussir un projet, c'est savoir qu'il faudra passer au suivant. Ce n'est pas cynique, c'est réaliste. Et cette réalité, une fois acceptée, devient une source de paix immense et de liberté. Car l'attachement à la permanence est la racine de la peur et de la souffrance. La peur de perdre ce que l'on a, votre emploi, votre partenaire, votre santé, est souvent plus paralysante que la perte elle-même. La souffrance survient quand la réalité, qui change, heurte de plein fouet notre désir que les choses restent identiques. L'acceptation stoïque désamorce cette bombe à l'avance. Comment pratiquer cette acceptation au quotidien? 1. L'exercice de la vue d'en haut, appliqué au temps. Régulièrement contempler votre vie actuelle, votre bureau, vos routines, vos projets en cours, et imaginez-vous dans 5 ans regardant en arrière. Tout cela
appartiendra au passé. Ces problèmes qui vous semblent si urgents, ces succès dont vous êtes si fiers, ces peines qui vous accablent, seront devenus des chapitres refermés. Cette perspective relativise immédiatement l'urgence et l'attachement. Elle vous rappelle que vous êtes en mouvement, dans un flux. Vous n'êtes pas la statue dans le musée, vous êtes le visiteur qui passe devant les œuvres. 2. Le rituel du « c'est déjà fini ». Pour les choses auxquelles vous êtes particulièrement attaché, un objet précieux, une relation, un statut, pratiquez mentalement la premeditatio malorum de la perte. Tenez votre téléphone et pensez « il est déjà cassé ». Embrassez votre partenaire en pensant « ce moment est déjà un souvenir ». Cela ne doit pas générer de la tristesse, mais de la précieuse gratitude et présence. En acceptant par la pensée la fin de quelque chose, vous en goûtez la présence avec une intensité bien plus grande, libérée de l'anxiété de la perdre. Vous arrêtez de prendre les choses pour acquises. 3. La réinterprétation des pertes. Quand un changement inévitable et douloureux se produit, un licenciement, une rupture, un échec, exercez-vous à le voir non comme une fin, mais comme le début forcé d'un nouveau chapitre. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, l'amour du destin. Non pas aimer la douleur, mais aimer le fait que c'est votre destin, votre matière première à modeler avec vertu. Que puis-je apprendre de cela? Quelle nouvelle force cela révèle-t-il en moi? Vers quelle nouvelle direction cela me pousse-t-il, que je n'aurais peut-être jamais prise volontairement? En changeant de perspective, vous transformez la perte en un cadeau crypté, en une opportunité déguisée que la vie vient à vous sous une forme inattendue. Cette acceptation ne rend pas passif. Au contraire, savoir que tout est temporaire vous incite à agir maintenant, à vivre pleinement maintenant, à ne pas remettre à plus tard l'amour, le travail significatif, les paroles importantes. Cela vous rend courageux, car vous avez moins peur de perdre ce qui, de toute façon, est voué à changer. Vous investissez dans l'éternel présent de l'action vertueuse plutôt que dans la fragile illusion de la sécurité permanente. En 2026, cette flexibilité mentale face au changement sera une compétence clé. On appellera cela la résilience ou l'agilité. Pour les stoïciens, c'est simplement la sagesse de vivre en accord avec la nature, qui est changement. Celui qui accepte l'impermanence ne sera pas pris au dépourvu par les bouleversements économiques, technologiques ou personnels. Il les aura intégrés dans son modèle du monde. Il sera comme un roseau qui plie sous la tempête mais ne rompt pas, tandis que le chêne rigide, attaché à sa permanence, sera déraciné. Épictète, avec son langage direct, disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Vouloir l'impermanence elle-même, vouloir le flux, c'est le niveau ultime d'alignement. Quand vous en arrivez là, vous ne laissez plus la vie venir à vous. Vous réalisez que vous êtes la vie, en mouvement, vous êtes le flux. Il n'y a plus de séparation entre celui qui accueille et ce qui est accueilli. Il y a juste l'expérience mouvante que vous habitez avec courage, justice, tempérance et sagesse. Mais habiter ce flux de manière sereine demande un ancrage. Si tout change autour de vous et en vous, sur quoi pouvez-vous vous appuyer? Quel est le roc au milieu du torrent? Cela nous amène au 9e pilier, peut-être le plus intime et le plus puissant, la souveraineté du moment présent. Car au milieu du changement perpétuel du passé et du futur, il n'y a qu'un point immobile, éternellement neuf, où la vie peut véritablement venir à vous, l'instant présent. Au cœur du tourbillon des changements, des souvenirs qui s'estompent et des anticipations qui nous tirent, il existe un sanctuaire immuable. Ce n'est pas un lieu, mais un moment. Le seul moment qui existe véritablement, l'instant présent. Toute la vie, dans son déploiement infini, ne peut vous rencontrer qu'ici. Pas hier, déjà fantôme. Pas demain, toujours mirage. Ici, maintenant.
dans la sensation de votre respiration, dans la lumière qui frappe cette page, dans le son ambiant de votre environnement. Le 9e pilier est donc celui qui donne un ancrage à tout le reste, la souveraineté du moment présent. Pour les stoïciens, ce n'était pas un concept de développement personnel moderne, mais une évidence pratique. Si la vertu est la chose la plus importante, car c'est la seule qui dépende entièrement de vous, et si la vertu ne peut s'exercer que dans l'action, et si l'action ne peut avoir lieu que dans le présent, alors le présent est le seul terrain de jeu de votre liberté et de votre puissance. Laisser la vie venir à vous n'a de sens que dans l'ici et maintenant, car la vie est l'ici et maintenant. Le futur n'est qu'une projection de votre esprit à partir du présent. Le passé, qu'une mémoire stockée dans le présent. Quand vous êtes perdu dans la rumination du passé ou l'angoisse du futur, vous êtes absent à la vie. Vous êtes dans un fantôme. Vous avez quitté le seul endroit où la rencontre est possible. Vous attendez la vie ailleurs, alors qu'elle frappe à la porte de votre présent, encore et encore, sans que vous l'entendiez. Marcus Aurelius s'y reprenait sans cesse. « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La fatalité est suspendue sur ta tête. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois vertueux. » La vertu maintenant, pas plus tard. L'urgence n'est pas extérieure, une deadline. Elle est intérieure. C'est l'urgence de vivre pleinement, aligné, dans l'unique moment que vous possédez vraiment. En 2026, cette capacité à habiter le présent sera un trésor inestimable, car les distractions nous en éloigneront plus que jamais. Les métavers nous promettront des futurs immersifs. Les réseaux sociaux nous vendront des passés idéalisés. L'économie de l'attention fera tout pour nous extraire du maintenant et nous plonger dans des temporalités fabriquées, le temps de visionnage, le temps d'engagement. Votre souveraineté sur votre présent sera la dernière frontière de votre liberté. Comment reprendre possession de ce royaume? 1. L'ancrage sensoriel. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous. Prenez 10 secondes. Identifiez une chose que vous voyez, la texture du bois de votre bureau, la couleur du ciel. Une chose que vous entendez, le bourdonnement de l'ordinateur, le chant d'un oiseau. Une sensation physique, le contact de vos pieds avec le sol, la température de l'air sur votre peau. Cet exercice simple, brutalement efficace, ramène votre conscience de ces errances dans le temps vers la réalité sensorielle du présent. C'est un reset neuronal. Vous êtes de retour chez vous. 2. L'action comme méditation. Choisissez une tâche quotidienne banale. Faire la vaisselle, prendre une douche, marcher jusqu'à la voiture. Engagez-vous à n'être présent qu'à cela. Quand votre esprit s'envole vers une réunion de demain, ramenez-le doucement aux sensations de l'eau sur vos mains, du mouvement de vos jambes. Vous ne faites pas la vaisselle pour avoir une cuisine propre. Vous faites la vaisselle pour faire la vaisselle. C'est la pratique de l'action complète, sans attente pour le futur. C'est dans cet état que des idées géniales surgissent souvent, car l'esprit est détendu et présent. 3. La réponse au lieu de la réaction. Le présent est aussi le lieu où se joue votre liberté de choix. Entre un stimulus, un email agressif, une mauvaise nouvelle et votre réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside votre pouvoir de choisir votre réponse. Habiter le présent, c'est être conscient de cet espace. Au lieu de réagir immédiatement par l'habitude, colère, panique, vous prenez une respiration, vous revenez au présent sensoriel et vous choisissez une réponse alignée avec vos vertus. Cette pause est l'exercice suprême de la souveraineté présente. Lorsque vous habitez ainsi le présent, un phénomène se produit concernant vos objectifs futurs. Vous ne les abandonnez pas, mais vous arrêtez de les vivre comme un manque dans le présent. Vous les voyez comme des directions, des étoiles polaires, et vous comprenez que le seul moyen d'aller vers elles est de poser maintenant l'action la plus juste et la plus vertueuse qui soit en votre pouvoir. Le futur se construit brique par brique dans le présent. En étant pleinement dans la pose de cette brique, vous construisez l'avenir le plus solide possible, sans être déchiré par l'angoisse de l'édifice entier.
La vie vient à vous, dans le présent, sous la forme de cette brique à poser, de cette conversation à avoir, de cette décision à prendre, de cette beauté à observer. Si vous êtes mentalement dans le futur, vous manquez la brique, vous bâclez la conversation, vous prenez une décision anxieuse, vous ne voyez pas la beauté. Et vous vous demandez pourquoi la vie ne vous donne rien, alors que vous refusez constamment ses cadeaux présents. Sénèque avertissait. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie que nous recevons n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. Nous la rendons courte en ne la vivant pas, en laissant filer les présents successifs sans y être. En 2026, votre succès sans effort sera largement déterminé par votre capacité à être pleinement présent aux opportunités lorsqu'elles se présenteront. Une opportunité de réseau lors d'une conversation anodine, vous ne la verrez que si vous écoutez vraiment, présent, au lieu de préparer mentalement ce que vous allez dire. Une faille dans un processus à corriger, vous ne la remarquerez que si vous êtes absorbé par la tâche présente, non distrait par les notifications. Une idée de solution qui émerge, elle viendra dans un moment de présence tranquille, pas dans la frénésie du multitâche. Votre présent est votre point de pouvoir, c'est le levier d'Archimède. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Votre point d'appui, c'est l'instant présent. À partir de lui, vous pouvez soulever votre vie. Mais être souverain dans le présent, c'est aussi faire face à tout ce qui s'y trouve, y compris, et surtout, ce qui est désagréable, douloureux, frustrant. Car la vie qui vient à vous n'apporte pas que des roses, elle apporte aussi ses épines, ses défis, ses échecs. Le 10e pilier aborde donc cette dimension inévitable, l'alchimie de l'obstacle, transformer la résistance en chemin. Car un obstacle n'est souvent qu'une vie qui vient à vous sous une forme que vous n'aviez pas prévue, mais qui peut vous rendre plus fort, plus sage et plus aligné que jamais. Nous voici face à l'épreuve qui semble contredire toute l'idée de laisser venir. L'obstacle, le refus, l'échec, la crise. La tentation est grande, à ce moment, d'abandonner la voie du flux et de revenir à la lutte frénétique. Si je laisse faire, regardez ce qui arrive. Des problèmes, il faut que je reprenne le contrôle, que je force les choses. C'est une réaction naturelle, mais c'est une mécompréhension totale de la dynamique stoïque. Le 10e pilier est l'un des plus puissants et des plus caractéristiques du stoïcisme, l'alchimie de l'obstacle. Il repose sur un principe énoncé par Marc Aurèle. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. Cette phrase n'est pas une consolation poétique, c'est un manuel d'ingénierie de la réalité. Elle propose un renversement de perspective radicale. L'obstacle n'est pas un signe que la vie ne vient pas à vous. Il est la vie qui vient à vous, sous une forme différente de celle que vous attendiez, mais peut-être plus nécessaire. En 2026, les obstacles seront fréquents, complexes et souvent imprévisibles. La résilience ne suffira pas à les surmonter. Il faudra de la créativité transformatrice. L'alchimie stoïque propose précisément cela. Transformer le plomb de la difficulté en l'or d'une nouvelle voie, d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle force. Comment opérer cette alchimie? En appliquant les 3 étapes du forgeron stoïcien. Première étape, l'identification neutre. Quand un obstacle se présente, un projet rejeté, un conflit relationnel, une panne technique, la première réaction est émotionnelle. Colère, frustration, peur. L'alchimiste stoïcien suspend cette réaction. Il observe l'obstacle avec le détachement d'un scientifique. Il l'identifie froidement. Objet, refus du client X sur le point Y. Dimension, perte financière à court terme, remise en question de l'approche Z. Enlevez le jugement, c'est injuste, c'est une catastrophe. Décrivez le fait brut, cela le désarme émotionnellement et le rend manipulable. Deuxième étape, la question de réorientation. Une fois l'obstacle identifié comme un simple phénomène, posez la question magique. Comment cet obstacle peut-il me servir? Non pas
comment le contourner ou comment l'éliminer, mais comment l'utiliser. Un refus client peut servir à tester la solidité de votre offre, identifier un vrai besoin non comblé, renforcer votre argumentation pour les prochains clients, vous pousser à innover. Un conflit peut servir à clarifier des attentes floues, renforcer les limites nécessaires, révéler une incompatibilité fondamentale qui vous évite des années de perte de temps. Une panne technique peut servir à vous forcer à apprendre un nouveau système, à créer une procédure de secours plus robuste, à découvrir une vulnérabilité avant qu'elle ne cause un vrai désastre. Cette question transforme l'obstacle de barrière en matière première. Il n'est plus contre vous, il est devant vous, à modeler. Troisième étape, l'action redirigée. À partir de la réponse à la question précédente, vous redirigez votre action. Votre énergie, qui aurait pu être gaspillée en colère impuissante ou en tentative désespérée de revenir en arrière, est maintenant canalisée vers une nouvelle action constructive, générée par l'obstacle lui-même. L'obstacle est devenu le déclencheur d'un progrès que vous n'auriez pas fait sans lui. C'est littéralement ce que voulait dire Marc Aurèle. Ce qui fait obstacle devient la voie. La nouvelle voie émerge de l'obstacle transformé. En 2026, cette compétence sera décisive. La complexité des systèmes technologiques, économiques, sociaux générera des bugs, des résistances, des effets secondaires imprévus. Les entreprises et les individus qui sauront pratiquer cette alchimie transformeront chaque crise en opportunité d'évolution rapide. Les autres resteront bloqués à maudire leur malchance. Épictète, qui a connu l'esclavage, savait de quoi il parlait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. L'obstacle en lui-même n'est pas un trouble, c'est votre jugement. C'est mauvais, injuste, insurmontable, qui crée la souffrance et la paralysie. Changer le jugement, c'est un défi intéressant, une information précieuse, une opportunité de tester ma résilience. Et l'obstacle change de nature. Il devient un partenaire dans votre croissance. Pratiquez cela dès aujourd'hui avec un obstacle mineur, un train annulé, une remarque désobligeante, un outil qui ne fonctionne pas. Arrêtez-vous, identifiez neutrement. Demandez « Comment cela peut-il me servir ?» Peut-être que le train annulé vous servira à avoir une heure de lecture inespérée. La remarque désobligeante a renforcé votre détachement par rapport aux opinions. L'outil en panne à apprendre une méthode manuelle oubliée. L'alchimie opère dans les petites choses avant de s'appliquer aux grandes. En intégrant cette pratique, vous ne craignez plus les obstacles. Vous commencez presque à les accueillir comme des messagers de la vie, venant vous dire « La route que tu prenais est bloquée. Mais regarde, il y a un sentier ici que tu n'aurais jamais vu sans ce gros rocher. Il mène peut-être à un endroit plus beau. » Vous laissez la vie, même sous ses formes rugueuses, vous guider. Mais cette alchimie, cette transformation permanente, demande un carburant. Un carburant qui ne s'épuise pas, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un carburant intérieur. Les stoïciens l'appelaient la raison et la volonté. Nous l'appellerons, pour notre époque, l'énergie de l'alignement. C'est la force qui provient du fait que vos actions, vos pensées et vos valeurs sont en parfaite cohérence. Et cette énergie est la clé pour traverser les périodes de doute, de fatigue, où la foi dans le laisser-venir vacille. C'est le prochain pilier.